Alors, Igor, le directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe, est ici. Arnaud Dubien, le directeur, et lui, a un rendez-vous important, raison pour laquelle il n'a pas pu venir aujourd'hui, mais il sera de retour lundi prochain. Pavel Chinsky est parti en France, mais pas parti définitivement, ni même temporairement. Il avait eu lui aussi des rendez-vous. D'ailleurs, nous avons sa femme et son fils en otage, donc ne vous inquiétez pas, Pavel n'est pas parti, il reviendra. Pour remplacer Pavel, nous avons Nicolas Ducret, son adjoint, euh, qui, euh, qui jouera le rôle de Pavel, bien évidemment, dans cette session. Je voulais commencer par une chose. Je voulais commencer toujours par doit-on rester ou partir de Russie? Parce qu'on a beaucoup de questions, on nous appelle toute la journée sur cette question-là et il y a encore beaucoup d'incompréhension sur le message du Quai d'Orsay. Alors, je vais vous répéter ce que l'on a dit. Je ne sais pas pourquoi le Quai d'Orsay a lancé ce message, mais en tout cas, ce n'est pas pour des raisons de sécurité. Donc, il n'y a aucune raison de quitter la Russie, si ce n'est votre choix personnel, bien évidemment, ça on peut le comprendre, et si ce n'est pour des problèmes d'école française, puisque l'école française est fermée pour l'instant. Je ne sais pas si elle doit rouvrir ou non. Elle doit rouvrir le 15 mars, me dit-on. Donc, effectivement, il y a le problème des enfants, mais sinon, vous n'avez aucune raison de quitter la Russie. Et c'est une question personnelle et une question aussi de choix des entreprises qui font, bien évidemment, comme bon leur semble. Mais je le répète, je reste, personnellement, j'ai fait le choix de rester. Nicolas Ducret aussi, Igor aussi. Donc, nous restons ici et il n'y a pas de problème de sécurité. Voilà, alors j'espère que ce sera plus clair et j'espère que les gens le comprendront. Ayant dit cela, on va reprendre notre petit tour de table. Igor, tu vas nous dire sur un plan diplomatique, que s'est-il passé durant ces dernières 24 heures, s'il te plaît? Merci Emmanuel. Alors effectivement, je vais aujourd'hui faire le topo intégral, Arnaud ne pouvant être avec nous aujourd'hui, et lundi ce sera l'inverse, c'est lui qui se chargera de l'ensemble du briefing, et moi qui ne serai pas là, mais je serai toujours à Moscou. Alors, je vais commencer par la partie diplomatique. Il y a eu une réunion entre Vladimir Poutine et les représentants féminins des personnels navigants des compagnies russes, un format assez nouveau, dans le cas, qui s'est terminé il n'y a pas longtemps, donc qui a été retransmis en direct sur les télés russes et qui a été l'occasion pour le président Poutine d'aborder un certain nombre de sujets et de commenter la situation. Les principaux points que le président a rappelé. Tout d'abord, il a tenu à redire que la question de la neutralité de l'Ukraine et de la démilitarisation de l'Ukraine était vraiment primordiale pour la Russie. Il a profité aussi de cette réunion pour rappeler que l'instauration d'une zone d'exclusion aérienne serait assimilé à la co-belligérance par la Russie. Alors, je rappelle que l'OTAN, qui s'est réunie hier au niveau des ministres des Affaires étrangères, a exclu l'hypothèse, l'option, même l'idée d'instaurer une quelconque zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine. Or, ce format, cette zone était ardemment et toujours ardemment demandée par des Ukrainiens. Il a apporté quelques précisions sur le terme de dénazification, qui est régulièrement évoqué par les officiels, en précisant que cela portait plus spécifiquement sur l'appareil d'État, sur les radicaux qui sont aujourd'hui dans l'appareil d'État ukrainien. Et enfin, il a aussi évoqué la question des sanctions qui s'empilent sur la Russie depuis quelques jours, et en expliquant que cela s'apparente de plus en plus, en tout cas s'apparente à une forme de déclaration de guerre. Ce sont quand même des termes très forts qu'il a évoqués aujourd'hui. Deuxième point, toujours ces aspects diplomatiques, il y a un corridor humanitaire qui était envisagé aujourd'hui entre Mariupol et la ville de Zaporijia, donc sur le Dniepr. Je dis envisagé parce que l'idée était de l'instaurer entre 10h et 16h aujourd'hui, avec un cessez-le-feu évidemment pour permettre l'évacuation des civils de Mariupol durant cette fenêtre, 10h, 16h. Je dis que c'était envisagé parce qu'en réalité, en pratique, ça a été un échec. Un cessez-le-feu n'a pas vraiment tenu, à vrai dire, il n'a jamais vraiment commencé.
Mais cela dit, suivant les sources qu'on considère, on explique qu'il y a de quelques dizaines à tout au plus 200 civils qui ont pu sortir de Mariupol. Donc, pour l'instant, une expérience pas réellement couronnée de succès. Du côté de l'Union européenne, il y a eu une déclaration du vice-président pour les relations interinstitutionnelles et la prospective, qui est un Slovaque, et qui a expliqué que l'Union européenne était prête à admettre l'Ukraine dès que possible en tant que membre de l'UE. Donc ça va dans le sens de ce qu'on suit depuis plusieurs jours sur les démarches entreprises par Kiev pour avoir une procédure accélérée d'adhésion à l'Union européenne. On dirait que là, il y a évidemment des points de convergence assez forts qui commencent à s'exprimer. On ne peut pas en dire plus aujourd'hui, mais on sait très bien que l'adhésion à l'Union européenne est un processus très très long, qu'il y a des chapitres d'adhésion, des critères à remplir, et que même au niveau de l'appareil et de la bureaucratie, ce sont des délais qui sont extrêmement lourd, mais en tout cas, je pense que cette déclaration cherche à traduire un état d'esprit que, au niveau politique, il y a une volonté d'aller assez rapidement avec l'Ukraine dans ce sens-là. Avec l'OTAN, en revanche, on a entendu aujourd'hui des officiels ukrainiens, c'est haut niveau, M. Kouleba notamment, ministre des Affaires étrangères, mais pas seulement, avoir des termes assez durs à l'égard de l'Alliance, expliquer que finalement l'Alliance ne prend pas ses responsabilités, que l'Ukraine est plus courageuse que l'Alliance, etc. Donc des termes assez durs qui font suite à la réunion d'hier, que j'ai évoqué un petit peu avant, qui a peut-être douché certains espoirs chez les Ukrainiens quant à une posture un peu plus musclée de l'OTAN vis-à-vis de ce qui se passe en Ukraine. Évidemment, Kiev a été, il fallait s'y attendre, déçu. Enfin, encore un petit élément dans ce chapitre diplomatique avec la Turquie. Il y a eu un coup de fil aujourd'hui entre messieurs Shoigu et Hulusi Akar. Hulusi Akar, qui est l'homologue de monsieur Shoigu, donc le ministre turc de la Défense, à l'issue duquel la partie turque a exprimé qu'il y avait eu des perspectives prometteuses suite à ce coup de fil. Donc, les Turcs qui semblent plutôt prudemment optimiste sur ce qui peut advenir dans les prochains jours. J'en viens maintenant aux aspects donc de situation politique. Je pense que c'est des choses qu'on a tous vues, expérimentées, mais depuis la décision prise par Roskomnadzor, l'accès à Facebook notamment et à Twitter a été considérablement ralenti, voire suivant le fournisseur d'accès que vous avez, c'est plus ou moins impossible. D'autre part, suite là aussi aux récentes décisions législatives qui ont été prises, les journalistes de Bloomberg, CNN, BBC et d'autres médias occidentaux ont décidé d'arrêter leur travail, de ne plus opérer en Russie. On relève encore aujourd'hui la décision du régulateur aérien russe Rosaviatsia qui tout à l'heure a émis une directive pour expliquer qu'il était fortement recommandé aux compagnies aériennes russes de ne plus réaliser de vols internationaux face au risque de saisie des appareils et de mesures de représailles qui pourraient être prises par d'autres pays qui chercheraient à se mettre en conformité avec des directives prises par les Américains ou les Européens, tant et si bien que, par exemple, la compagnie Aeroflot a annoncé qu'à partir du 8 mars, elle arrêterait tous ses vols à l'étranger, mais elle continuerait à opérer les vols domestiques. En pratique, toujours dans la directive, en pratique, ça ne change pas grand-chose, j'allais dire, parce que dans la directive, Rosaviatsia rappelle qu'il est possible pour les Russes de revenir en Russie à travers des pays tiers qui n'appliquent pas les restrictions aériennes, comme l'Azerbaïdjan, l'Arménie, le Kazakhstan, le Qatar, les Émirats arabes unis, la Turquie, la Serbie et d'autres pays. De lâcher. Ouais, je prends celui-là. Soit évidemment de passer par la voie de terre, donc de revenir via les pays baltes et ensuite de prendre un bus pour rentrer en Russie. Donc finalement, c'est des moyens qu'en réalité on a déjà envisagé, tout un chacun a pu déjà envisager, voire expérimenter. Cela dit, c'est juste une traduction concrète pour les compagnies aériennes russes de finalement la situation pratique telle qu'elle est, donc une recommandation formelle. Toujours sur le chapitre politique intérieur, une déclaration importante de Novatek, qui, dans la suite de Lukoil, dont on a parlé hier, a aussi fait une déclaration en espérant, alors je cite Novatek, qui espère une résolution rapide de cette situation tragique en Ukraine, résolution rapide de cette situation tragique
et comme quoi Novatek compatit avec les personnes touchées par les conséquences de cette situation tragique. Je rappelle que Novatek, c'est quand même le deuxième producteur russe de gaz naturel, donc évidemment, c'est un poids lourd dans le secteur énergétique russe, et donc un signal supplémentaire qui a une certaine forme d'inquiétude à l'égard de milieux d'affaires vis-à-vis du contexte géopolitique. Sur le chapitre économique, qu'est-ce qu'on pouvait relever aujourd'hui? Alors tout d'abord, les propos de Vladimir Poutine, toujours dans ce format donc, que j'évoquais auparavant, qui est revenu sur les rumeurs qui nous ont d'ailleurs inquiétés et concernés concernant l'état de guerre, hein, et l'hypothèse d'instaurer l'état de guerre. Il a commenté ça en expliquant que ce n'était pas à l'ordre du jour, qu'il n'était pas du tout question d'introduire une quelconque régime spécial dans le pays, hein, mais que cet état de guerre était envisagé uniquement en cas d'agression, y compris dans des zones de combat concrètes. Et donc là, évidemment, on comprend qu'il faisait référence à la situation en Ukraine. Autre point, la Banque centrale russe qui aujourd'hui a recommandé à toutes les banques d'ajuster leur taux de rémunération des comptes épargne et des livrets épargne à 20%, donc finalement pour s'aligner sur les dernières décisions économiques prises par la Banque centrale. Cela dit, un certain nombre de banques avaient déjà depuis quelques jours fait des propositions à leurs clients avec différentes formules de rémunération des taux, à 3 mois de rémunération de leur livret, à 3 mois, 6 mois ou 9 mois, avec des taux effectivement qui peuvent monter jusqu'à 19-20%. Donc finalement, là, la Banque centrale effectivement demande aux différentes banques de s'aligner là-dessus. Et Singapour qui a décidé aujourd'hui de mettre sous sanction VTB, Laveb et Pромsvязьbank, là aussi s'alignant sur des décisions prises notamment par les États-Unis, mais cela ne concerne évidemment pas toutes les banques russes qui ont été frappées par la suspension du SWIFT ces derniers jours. Voilà, je m'arrête là et je te rends la parole, Emmanuel. Merci Igor. Igor, tu gardes le micro pour l'instant. Une première question justement tu vas peut-être pouvoir nous préciser. Il y a une rumeur sur l'arrêt complet des vols vers la Russie pour des raisons d'assurance aérienne. Ouais. Alors, les vols vers la Russie, déjà, concernent les compagnies des pays qui n'appliquent pas de restrictions sur les transits à travers les espaces aériens. Donc, j'en ai cité quelques-uns, hein, Azerbaïdjan, Arménie, Serbie, les Émirats arabes unis et autres. C'est un facteur qu'on ne peut pas négliger, en tout cas, c'est le fait que ces compagnies qui ont des appareils Airbus et Boeing ne sont pas certaines de pouvoir réaliser la maintenance dans les aéroports russes lors des périodes de rotation. C'est-à-dire, il y aura un vol, pour un exemple concret, hein, entre Dubaï et Moscou, par exemple. L'avion qui arrive de Dubaï, mettons que c'est un Boeing ou un Airbus, se pose à Moscou. C'est une opération de maintenance. Ils ne sont pas certains de pouvoir le faire à cause des sanctions. Et par conséquent, ils vont devoir demander à un deuxième appareil de venir, si une fois de plus, il y a une pièce critique qui manque ou qu'il y a une situation qui fait que l'appareil ne peut pas décoller. Ils ne vont pas prendre le risque de faire voler l'appareil alors qu'il y a un doute sur la sécurité. Ils vont devoir demander donc à un deuxième appareil de venir depuis Dubaï pour pouvoir prendre en charge les passagers. Et donc, ça risque d'alourdir la fréquence. Donc, compte tenu de ce phénomène qui, une fois de plus, on ne peut pas exclure, certaines compagnies ont peut-être décidé de suspendre leur vol. Mais ça, on ne le sait pas pour l'instant par définition. Et ça ne serait donc pas un ban? Ça pourrait être un problème technique. Non, voilà, c'est des mesures de précaution que pourraient prendre certaines compagnies pour éviter ces situations que je viens d'évoquer et pour ne pas avoir effectué une opération de maintenance et risquer donc de se mettre sous le coup de sanctions potentiellement parce qu'elles ont fait une opération sur un Airbus ou un Boeing. D'accord. Une question sur les VPN que nous utilisons, peuvent-ils être coupés? Sachant qu'il y a une autre marque nous disant que techniquement oui, mais ça impacterait beaucoup d'entreprises, y compris russes, ce qui est vrai. Je crois que techniquement c'est faisable, les Chinois l'ont fait, il me semble, chez eux, ils ont démontré que c'était techniquement faisable. Donc, a priori, en Russie, théoriquement, je pense que c'est faisable. Maintenant, est-ce que ça a déjà été fait? À ma connaissance, non. Mais oui, il y aurait des conséquences puisque ça pénaliserait tout le monde, mais surtout oui, des entreprises qui pourraient plus fonctionner, normalement, surtout des entreprises qui sont globalisées, évidemment. Donc aussi des entreprises russes. Aussi des entreprises russes. Les pays qui fournissent des armes à l'Ukraine peuvent-ils être considérés comme des co-belligérants par la Russie?
C'est une question qu'on évoque au fil de l'eau depuis le début de nos briefings, c'est-à-dire qu'il faut voir la nature de cette assistance militaire. On a beaucoup parlé jusqu'à présent principalement de missiles anti-chars et de missiles solaires. Il y en a, ça continue, et ça va encore continuer visiblement. La question, c'est qu'il y avait un risque de montée en puissance de cette assistance qui pourrait porter qui devait porter visiblement sur le transfert d'avions de combat. Et ça a été finalement démenti par notamment un certain nombre de pays de l'OTAN, alors que c'était envisagé manifestement pendant quelques temps cette semaine, avec les risques qui sont encourus et que finalement le président Poutine a évoqué dans son point aujourd'hui. Souvenez-vous ce qui s'est passé en Syrie en 2015 quand les Turcs ont abattu un avion russe à proximité du ciel turc, l'espace aérien turc, etc. Bon, il y a eu une dispute par rapport à ça, mais le résultat, c'est qu'un avion russe qui a été abattu par un avion turc. Imaginez le scénario, ce qui se passerait si jamais, j'en sais rien, moi, les Polonais ou les Baltes décidaient de donner un appui aérien directement, ou disons qu'on trouverait un mécanisme pour que des pilotes ukrainiens puissent aller prendre en charge les avions dans une base polonaise et les opérer depuis une base polonaise ou depuis une base roumaine, et que ces avions soient détruits par les Russes ou qu'ils détruisent des appareils russes. Vous voyez vers quoi on se dirige, vers une catastrophe en gros. Donc oui, ça a été clarifié aujourd'hui par M. Poutine, ce serait considéré comme de la co-belligérance. Alors, il y a une interview qui fait beaucoup de bruit, qui est l'interview d'Anne-Laure Bonnel, qui était journaliste dans le Donbass et qui parle des massacres dans le Donbass par les Ukrainiens. Alors, on a une question justement là-dessus qui dit, mais qui agresse qui? Moi, des retours que j'ai, suivant les régions du Donbass, bon, c'est assez ténu, mais suivant les villes, par exemple Lugansk, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus de bombardements, que la population ne subit plus de bombardements de la part des Ukrainiens. Mais il doit y avoir d'autres zones du Donbass qui sont évidemment frappées par ce qui se passe et qui sont donc concernées par des bombardements. Maintenant, on voit bien que sur le traitement médiatique, il y a une deuxième question qui est posée finalement, c'est celle de la partialité supposée au réel du traitement médiatique. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dans certains médias français, on découvre que le Donbass subissait des bombardements réguliers ou occasionnels depuis 2015. Bon, écoutez, mieux vaut tard que jamais réaliser ce qui s'est passé depuis des années, c'est sûr. Alors, la position de la Chine interroge sur cette crise, d'autant que l'on voit sur LinkedIn des messages de soutien à l'Ukraine de la part de cadres de Huawei, qui, a priori, ne peuvent pas le faire sans l'accord de leur direction. Moi, il me semble que les Chinois restent toujours très très prudents. On le dit depuis le début de nos briefings, ils ont une position qui est pas évidente. Ils subissent aussi des pressions, enfin en tout cas des demandes insistantes de la part des Américains et de d'autres pays pour prendre une position plus ferme à l'égard de la Russie. On voit que pour l'instant, ils ne le font pas, donc ils sont très très habiles. Ils essaient de se positionner au-dessus de la mêlée, évidemment. Ils n'ont pas aucun intérêt à rentrer dedans. Hier, Arnaud évoquait la possibilité d'une médiation chinoise. Pour l'instant, c'est une possibilité très hypothétique, mais visiblement, elle a été évoquée. Mais on voit bien que, tout comme l'Inde, ce sont des pays qui ne veulent surtout pas prendre une position tranchée, parce qu'il y a des intérêts économiques et politiques aussi qui sont assez évidents. Donc, quant à Huawei, j'ai pas vu l'information, mais oui, on imagine mal un cadre d'une telle entreprise prendre une position comme ça sans un certain consentement, je dirais, de l'appareil chinois. Alors, quelqu'un nous dit, j'ai lu quelque part que le Charles de Gaulle, le porte-avions français, se dirigeait vers la mer Noire, est-ce vrai? Alors, non. Le Charles de Gaulle était à Chypre en escale. Il se dirige vers la mer Égée, donc il se rapproche de la mer Noire, mais il ne peut pas rentrer en mer Noire. La mer Noire, l'accès à la mer Noire est interdit au porte-avions, puisque le franchissement des détroits turcs est interdit au porte-aéronefs, d'une part, et d'autre part, le tonnage, je sais pas, mais le tonnage global des unités navales, des flottes des pays qui ne sont pas riverains de la mer Noire, je sais que c'est un peu dur à suivre, ne doit pas excéder 20 000 tonnes à n'importe quel instant. Donc, vous voyez que le porte-avions Charles de Gaulle, c'est pas possible. C'est un bâtiment qui doit faire 80 000 tonnes, chose comme ça en gros. Donc, il excéderait de 4 fois le tonnage maximal toléré
pour les bâtiments étrangers en mer Noire. Donc à double titre, il n'a pas le droit de se trouver dans la mer Noire, donc il n'ira pas. En revanche, le groupe aérien embarqué, donc les Rafales, qui sont sur le porte-avions, exercent des missions de police de l'air et évidemment de renseignement dans l'espace aérien roumain et à partir de l'espace aérien roumain, où, comme j'ai indiqué hier, se trouvent déjà les premiers éléments du contingent français qui doit faire de la réassurance auprès des Roumains. Alors, avant de passer aux questions économiques, une dernière question politique, mais qui est importante. Avez-vous des informations sur le troisième tour des négociations entre l'Ukraine et la Russie? Non, il n'y a pas d'informations. Pour l'instant, la principale information du jour, c'était ce corridor qui a vite périclité. Sur le nouveau tour des négociations, j'ai l'impression qu'on reste sur la ligne du plus tôt possible. Ça peut être ce week-end, enfin demain, ça peut être lundi. Mais je n'ai pas vu passer d'autres informations aujourd'hui à ce sujet-là. Et toujours à Gomel ou à la frontière biélorusse? Pour l'instant, toujours en Biélorussie. Après, ils vont peut-être changer d'endroit, ils l'ont déjà fait. Donc, Alors, il y a une autre rumeur que j'ai lue tout à l'heure, et là on pose une question. Une tentative de négociation d'une délégation russe vers Washington. Alors ça, c'est une rumeur qui est liée à un mouvement d'avions de la flotte de l'administration présidentielle qui a quitté l'aéroport de Saint-Pétersbourg un peu plus tôt dans la journée, avec comme destination l'aéroport de Washington. Et il n'y avait aucune information sur cet avion, outre qu'il appartient à la flotte présidentielle. Et dans la journée, le ministère des Affaires étrangères a fait une clarification en expliquant que c'était un vol qui était affrété pour aller chercher les diplomates russes qui ont été déclarés non grata par l'administration américaine pour les ramener en Russie. Donc l'hypothèse qu'il y avait à bord une équipe de négociation qui voulait partir discrètement aux États-Unis rencontrer les Américains a été instantanément, a été démentie en tout cas par le ministère des Affaires étrangères russe. Information intéressante. Alors si on passe aux questions économiques, d'abord toujours sur la flotte d'Aéroflot, on nous demande pourquoi on pourrait saisir les avions alors qu'ils sont en leasing par notamment GTLK qui n'est pas sous sanction. En fait, je crois que c'est les conséquences de ce qu'on a évoqué hier, à savoir que les Russes ont laissé entendre qu'ils pourraient nationaliser les appareils des compagnies russes qui sont en leasing et qui ne peuvent plus voler et qui se trouvent en Russie. Donc ça va être, je crois que si on regarde l'ensemble du parc aérien civil russe, je crois que c'est environ 60% des appareils qui sont en leasing. Alors c'est pas tout GTLK, il y a d'autres compagnies évidemment, et donc là, le risque, la possibilité d'une nationalisation de ces appareils expose par conséquent les appareils russes qui se trouveraient dans les aéroports internationaux, enfin à l'étranger, à pouvoir être arbitrairement saisis ou cloués au sol peut-être par les sociétés de leasing qui veulent récupérer, sauver les meubles entre guillemets. Donc c'est pour ça que finalement Rosaviatsia a émis ses recommandations de suspendre, on parle de suspendre temporairement les vols de suspension temporaire, excusez-moi, des vols internationaux des compagnies russes. Et sachant qu'avant même que Rosaviatsia publie cette recommandation, la compagnie S7 avait déjà décidé d'elle-même d'arrêter tous les vols internationaux. Et Aeroflot, dans la foulée de la recommandation de Rosaviatsia, se conforme à cette recommandation et à partir du 8 mars n'opérera plus de vols à l'étranger. Une autre information qu'on nous donne, LVMH ferme temporairement ses 124 boutiques en Russie dès demain. Alors non, ce sont que certaines marques du groupe qui ferment, Louis Vuitton et Dior, les autres restent ouvertes, donc les 124 boutiques, je ne sais plus combien de magasins LVMH et Dior cela représente, mais ça représente maximum une dizaine. Et vous remarquerez qu'en fait, toutes les marques de luxe ont fermé leurs magasins temporairement en Russie. Et la raison que l'on peut imaginer, c'est un problème de fourniture, c'est-à-dire que tous les achats sont faits de France et aujourd'hui, on ne peut plus rien faire venir, on ne peut plus payer. Donc, vous dites très justement, monsieur, dans votre thèse que vous restez surpris par ce geste, car le luxe s'adapte aux crises, oui, mais encore faut-il qu'ils aient des produits. À partir du moment où ils ne peuvent plus faire venir des produits, eh bien, dans ces cas-là, ils sont obligés de fermer leur magasin. Mais ça, on va le voir avec. C'est un problème beaucoup plus général que celui du luxe en Russie. C'est un problème qu'on va l'avoir dans tous les magasins qui importent un certain nombre de produits.
et qui importent exclusivement de l'étranger. Tous ceux qui arrivent à acheter des produits en Russie, faits en Russie, sans besoin de l'étranger, ben, eux continueront. Les autres, évidemment, vont avoir quelques difficultés et je pense que c'est ce qui se passe pour les secteurs du luxe. Mais tous les magasins Sephora et autres, pour l'instant, restent ouverts. Donc, on verra par la suite si effectivement ils ont encore des problèmes. Un tout petit mot sur la logistique. On avait un comité retail, donc retail, le douane logistique, il y a 2 jours. Alors c'est juste pour, c'est pas une question, mais c'est pour rajouter un élément. C'est pour dire qu'en fait, aujourd'hui, la logistique pose problème effectivement depuis l'Europe. Certaines compagnies ne veulent pas livrer en Russie. Néanmoins, d'autres compagnies continuent à livrer et ont des camions qui arrivent en Russie, mais les délais sont considérablement rallongés et les procédures douanières également rallongées du fait d'un certain nombre de produits qui sont sur des listes sanctionnées et donc qui nécessitent plus de temps pour être dédouanés. Peux-tu répondre à cette question ? Donc, existe-t-il des transporteurs acceptant encore d'envoyer et de faire des démarches douanières de sortie d'UE pour les produits aéronautiques en direction de la Russie? J'imagine que tout ce qui est les produits qui sont sous sanction, ça ne marche pas. En revanche, les autres, effectivement, il y a toujours des transporteurs qui sont capables de faire ces démarches-là. Je crois que FM continue. Et voilà. Et je crois que FM Logistique continue à avoir des camions qui font la route entre l'Europe et la Russie. Vous pouvez contacter, vous pouvez nous demander, on vous donnera les contacts de FM Logistique. On nous dit aussi que NordVPN en LTE est fermé depuis ce matin. Alors, il y a peut-être certains VPN qui sont fermés. Que penser des propos de Belousov concernant les 3 types de scénarios pour les sociétés étrangères en Russie? Vous vous souvenez, c'est poursuite des activités, passage de gestion à des Russes ou sortie de Russie? Est-ce que, notamment, le dernier point ou le passage de gestion à des Russes, est-ce que ça va être mis en place? Est-ce qu'on a eu d'autres informations dessus? Non, alors depuis ce point qui a été analysé par Arnaud hier, moi j'ai rien vu passer de nouveau. En revanche, j'ai vu des déclarations aujourd'hui de monsieur Yuri Borisov, hein, qui, comme vous savez, est vice-premier ministre en charge de beaucoup de choses, hein, en charge du complexe militaro-industriel, du complexe énergétique, du complexe agro. Donc il a un portefeuille qui porte sur des secteurs qui sont éminemment stratégiques et qui a expliqué aujourd'hui que avec les mesures qui ont été prises déjà, mesures de crise qui ont été prises, disons que la stabilité, enfin le fonctionnement était assuré de manière à peu près normale pour les prochains mois à venir. Et quand on poussait un peu plus sur le délai, il donnait jusqu'à 3 à 5 mois pour, j'allais dire, fonctionner en régime normal. Après, il faudrait réadapter les mesures en fonction de l'évolution du contexte géopolitique et de la levée ou pas des sanctions, ou d'ailleurs du durcissement ou pas des sanctions. Je note d'ailleurs qu'il est un peu moins optimiste dans ses déclarations aujourd'hui qu'il ne l'était au début de la crise, où il avait eu des déclarations qui étaient sur un autre, j'allais dire, qu'il transcrivait un autre état d'esprit, on va dire. Alors, pour revenir sur le point précédent des importations, on a une grande société française qui nous dit qu'il importe 100% de leurs produits et pas de problème à ce jour, sauf les délais. Et bien évidemment, les prix qui augmentent vu que les livraisons ont lieu en euros. Et pour l'instant, ils peuvent toujours payer via les banques qui ne sont pas sous sanction. Les problèmes de paiement sont toujours un peu compliqués parce que vous, en tant que particulier, vous ne pouvez pas les faire. Certaines sociétés nous disent qu'ils n'y arrivent pas. Apparemment, cette société arrive à les faire. Donc, c'est toujours compliqué les problèmes de paiement. Et surtout, vous avez un problème en France, des banques qui refusent de recevoir des paiements de Russie. Donc, il faut bien choisir sa banque en France, bien choisir sa banque en Russie. On nous dit d'ailleurs, c'est ce qui peut aussi expliquer les fermetures temporaires des magasins, peut-être. Il y avait une question sur les étudiants français qui sont actuellement en Russie dans le cadre de leur mobilité internationale. Peuvent-ils rester poursuivre leurs études s'ils le souhaitent? Alors oui, ils peuvent rester, même si la France a recommandé de partir, enfin le Quai d'Orsay a recommandé de partir.
Et quant au programme franco-russe, il y a-t-il de l'espoir que cela soit maintenu pour l'année prochaine? Il faut l'espérer, hein. Faut l'espérer que ça soit maintenu, mais sur la présence des étudiants, effectivement, suivant les universités et les écoles, la situation est différente. Il y a des universités qui disent à leurs étudiants faites comme vous voulez, vous pouvez rester, vous pouvez rentrer, et d'autres qui en revanche ont demandé fermement à leurs étudiants de rentrer. Donc ça dépend des structures. À l'inverse, pour les étudiants russes qui sont en France, hier il y a eu une communication très claire de Campus France, hein, qui est un organisme qui s'occupe notamment des échanges interuniversitaires, etc., pour dire que pour démentir une fake news qui consiste à dire que les étudiants russes ont été renvoyés chez eux. C'est absolument faux. Ils restent en France, ils poursuivent leur scolarité ou leurs études dans le cadre de ce qui était prévu cette année. Maintenant, sur la prolongation de ces échanges, faut espérer qu'ils seront maintenus et surtout qu'entre-temps, les vols reprendront, hein, et que les avions, enfin, qu'on pourra circuler à peu près normalement. On voit beaucoup d'étudiants français, en tout cas encore en Russie. Hein. On en voit à MGU, l'université de Moscou, au MGIMO, l'équivalent de Sciences Po. Donc on les voit, on continue à les voir. Dans la prolongation de ce qu'on disait aussi tout à l'heure, on a un message de FM Logistique qui nous dit qu'ils font le nécessaire pour faire venir des produits pour leurs clients dans des circonstances turbulentes, mais ils continuent de le faire. On nous demande, est-ce que la Russie continue à assurer les expéditions de céréales vers l'Europe? Alors, bonne question. Je n'ai pas vu d'informations contraires sur les expéditions de céréales. J'ai vu des informations concernant les semences et une recommandation qui a été faite aux agro-holdings russes de privilégier instamment le marché domestique russe pour les semences. Je crois que c'était déjà le cas avant, de toute façon, parce qu'il y avait un déficit. Mais donc, de vraiment se recentrer sur le marché domestique avant de penser aux exportations. Alors, si nous devons faire un sourcing de produits habituellement livrés par la Chine, pouvez-vous aider les entreprises françaises car les prix sont inabordables avec Chine-Russie? Point d'interrogation. Alors, quand vous dites ce que vous pouvez aider, si vous parlez de la chambre de commerce, non, je ne sais pas si on peut aider pour le sourcing. Boris, tu sais si on peut aider pour le sourcing? Je ne suis pas sûr qu'on puisse le faire. Mais on peut regarder ce point. Si vous voulez nous envoyer un message sur la hotline, on regardera ce point et on reviendra vers vous directement pour vous dire ce qu'on peut faire ou non pour des problèmes de sourcing. Avez-vous des nouvelles concernant une éventuelle 4e vague des sanctions européennes? Mais on n'a pas de nouvelles pour l'instant. On n'a pas de nouvelles, hein. Hier, ils expliquaient qu'elle était en train d'être élaborée, ils communiqueraient dessus sous 48 heures, donc j'imagine dans le week-end. Mais pour l'instant, on n'a rien de nouveau à vous annoncer à ce sujet-là, mais on le suit évidemment de très près, comme vous vous en doutez. Est-ce que les sanctions touchent les médicaments et l'équipement médical en provenance des pays européens? Alors, moi, j'ai rien vu de tel pour l'instant sur les médicaments. En revanche, compte tenu de la dévaluation du rouble, l'achat de ces médicaments et de ce matériel médical et de la maintenance qui peut aller avec, évidemment, va augmenter et ça sera répercuté sur les prestations et services médicaux, prestations médicales et sur le prix des médicaments eux-mêmes, très certainement. D'ailleurs, je crois savoir qu'on est en train d'explorer côté russe les possibilités de trouver des substituts sur les marchés asiatiques vers la Chine, le Vietnam, enfin d'autres pays peut-être, l'Inde. L'Inde est un acteur important sur le marché du médicament pour essayer de compenser, au moins peut-être temporairement, l'évaluation du rouble, ce point de vue-là. Mais des sanctions, on interdit sur les médicaments, pour l'instant, j'ai pas encore vu. Et en fait, un pharmacien nous dit, une société pharmaceutique nous dit non, ça ne touche effectivement pas les médicaments. Juste une petite précision de la personne qui pouvait livrer tous ces médicaments, pas ces médicaments, mais qui pouvait toujours avoir ses commandes de produits. Elle nous dit l'arrêt des importations des biens de luxe peuvent être un problème car les camions ne sont plus assurés. Parce que les assureurs considèrent comme un pays en guerre. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle ils n'arrivent plus à recevoir les biens, alors que l'autre société ne sont pas des produits de luxe directement.
croyez-vous ou pensez-vous qu'il puisse y avoir un exode massif de la jeunesse russe, des étudiants russes vers l'Occident à la suite de cette crise, peur que la Russie se referme? Ben, on ne peut pas l'exclure. Il faut bien comprendre que déjà, en Russie, hors contexte extraordinaire qu'on connaît depuis quelques jours, il y a déjà une tendance dans la jeunesse russe à regarder au-delà du pays et à dire que finalement les opportunités sont quand même en dehors de Russie. Alors, ceux qui viennent des régions commencent par dire il faut aller à Moscou pour bien vivre et bien gagner sa vie. Et puis ceux qui sont à Moscou, qui arrivent à Moscou, au bout de quelques années, se disent non, mais finalement, en tout cas pour une partie d'entre eux, l'horizon, le salut, c'est l'étranger. C'est déjà quelque chose qu'on retrouve très fortement dans la jeunesse russe et qui risque d'être catalysé par cette situation. Après, moi, de manière purement empirique, une fois de plus, et je ne peux pas en tirer des grandes conclusions générales, hein, mais purement empirique, effectivement, dans mes conversations autour de moi, j'entends des gens qui souhaitent partir ou qui sont d'ailleurs déjà partis, et alors certains temporairement et d'autres qui ont pris tout simplement un billet aller simple et ne savent pas quand ils reviennent. Donc, pour répondre à votre question, je crains que oui. Je crains que oui. On a encore 2 questions, voilà. Et puis après, on a une surprise pour vous. Donc, on a gardé le meilleur pour la fin. Restez, parce que vous ne le regretterez pas. On a un invité surprise. Mais première question, avant qu'on touche les autres problèmes, c'est pourquoi le choix de l'ancien ministre de la Culture pour mener les pourparlers avec l'Ukraine? C'est vrai que c'est assez surprenant. Quand on l'a vu apparaître comme chef de la délégation russe, on était assez étonné. C'est quelqu'un qui n'a pas laissé un souvenir, j'allais dire, impérissable, manifestement, au ministère de la Culture. C'est quelqu'un qui était assez critiqué. Je crois qu'il a été choisi déjà parce qu'il incarne une ligne assez conservatrice, très, très clairement. C'est quelqu'un qui est connu pour ses prises de position conservatrices. Donc ça, c'est en adéquation, j'allais dire, avec la posture générale à l'égard de ce dossier, d'une part. Et d'autre part, je pense que si jamais ces pourparlers venaient à échouer, le risque politique est amoindri. Si on envoie quelqu'un un gros calibre, j'ai une grosse pointure et que ça ne fonctionne pas, évidemment, il y a toujours un risque, j'allais dire, politique qui est plus élevé. Mais à contrario, on pourrait dire si on avait envoyé quelqu'un de beaucoup plus, j'avais plus grosse surface politique, ça aurait été peut-être une chance supplémentaire pour faire aboutir ces pourparlers. C'est certain. Mais là, ils ont pris le parti peut-être de commencer avec quelqu'un voilà, qui a une surface un peu moindre pour se prémunir contre d'éventuels retours de flammes, notamment en cas de claquage de porte. C'est les seules hypothèses que j'ai pour l'instant à ce sujet-là. Alors, des questions, voilà, on termine toujours par des questions sur la Chambre. Alors, on va terminer par ces questions-là. Une CCI peut-elle être expulsée d'un pays avec arrêt des activités comme UbiFrance? UbiFrance, c'est un problème différent. Hein. Mais oui, une CCI peut être renvoyée. On peut être considéré comme agent de l'étranger. On pourrait être renvoyé. Cela dit, on ne l'a encore jamais vu. Mais rien n'est impossible. Mais on n'espère pas. Et justement, une dernière question là-dessus, c'est le Conseil économique de la Chambre. Je ne trouve plus la question, pardon. Que va devenir le Conseil économique de la Chambre? Timchenko est-il toujours fréquentable? Alors, le Conseil économique de la Chambre, vous savez, c'est un outil de la Chambre qui regroupe les principaux investisseurs français et leurs partenaires russes, qui est coprésidé par Patrick Pouyanné, donc le CEO de Total, et M. Timchenko, qui vient de passer sous sanctions européennes. Eh bien, on veut le faire vivre, le Conseil économique. On veut continuer à le faire vivre, justement, pour faire perdurer, pour l'instant, les relations entre la France et la Russie. Donc, on va voir si les sociétés françaises et russes continuent à nous soutenir et à souhaiter à maintenir les relations pendant ces périodes troubles. Il faut que, je le dis souvent, il faut qu'on fasse le gros dos pour l'instant et que l'on passe ces périodes qui sont absolument délicates pour les entreprises, pour le personnel de ces entreprises, pour la population, qu'elle soit russe ou ukrainienne. Donc voilà, en espérant qu'on va sortir de cette période. Mais juste des petites informations avant qu'on vous annonce notre surprise. Alors, comme on vous le répète à chaque briefing, donc nous vous invitons à vous abonner à notre canal Telegram pour rester informé de nos actions et garder le contact avec la Chambre de commerce. Donc, vous avez l'adresse du canal qui doit être dans les messages. Ensuite, nous avons ouvert une hotline
hotline@ccifr.ru. Nous répondrons à toutes vos questions par mail ou lors des briefings au quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous adresser vos questions. Ensuite, dernier point, nous menons une courte enquête sur le départ possible des Français suite aux annonces du ministère des Affaires étrangères. Merci d'avance pour votre réponse. Vous trouverez également le lien de l'enquête sur le chat de la séance Zoom. Voilà, et nous vous retrouverons ensuite pour un prochain briefing le lundi, donc dans 2 jours, à 17h30. Merci Nicolas. Alors notre invité surprise, c'est Emmanuel Carrère. Emmanuel Carrère qui est romancier. Voilà, Emmanuel, ouais, c'est encore un petit peu plus. Non, on n'est pas au maximum. Bon, Emmanuel, il faut que tu bouges peut-être. Emmanuel qui est romancier, scénariste, réalisateur, qui a écrit de très beaux livres. Viens là, Emmanuel. Qui a écrit de très beaux livres sur la Russie, notamment des livres qui m'ont beaucoup touché, comme un roman russe ou Édouard Limonov. Il se trouve que Emmanuel Carrère était à Moscou, il est passé nous voir et nous le remercions d'être venu nous voir. Et on lui a demandé de vous dire 2 petits mots. S'il a accepté, il a accepté. Donc voilà, Emmanuel, la parole est à vous. Bon, mon cher Emmanuel, je crois que tu as un peu survendu ta surprise parce que, non, mais je veux dire, j'ai aucun, sans même parler d'informations, aucune analyse que je peux apporter pour. Mais ce n'est pas ce qu'on te demande. En fait, je peux guère faire qu'une chose, c'est plutôt vous dire mon amitié et même ma gratitude parce que tu es un ami. Moi, Pavel Chinsky, qui n'est pas là aujourd'hui, qui doit revenir dans une dizaine de jours, je crois, est vraiment un ami de très longue date. C'est par lui que je connais le chemin de cette chambre de commerce et d'industrie où je me sens toujours très, très bienvenu. Et disons, bon, c'est un peu le hasard qui fait que je me trouvais enfin, c'est même complètement le hasard qui fait que je me trouvais à Moscou ces jours-ci. Et dans des moments comme ça, c'est certain qu'on a envie d'endroits où on se sent un peu au chaud, quoi. Et alors donc, ce qui fait que d'ailleurs, je venais assister à ces Zooms ces derniers jours en direct, en venant dans cette pièce et au fond en sachant aussi que, vous savez, on dit, il y a toujours plein d'expressions du genre, si les choses tournaient mal, si ça empirait, si tout ça, comme bon, c'est sûr que c'est déjà pas brillant, mais ça pourrait tourner plus mal. Donc, dans ces hypothèses-là, on se dit toujours que ça serait bien d'avoir des endroits de sécurité. Pour moi, c'est vraiment le rôle que tient cette chambre de commerce et votre amitié, dont je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel, on est ravis en tout cas de t'accueillir, on espère te revoir. Bon, ça, oui, ça, si les choses, certainement, j'espère. Mais oui, nous espérons aussi. Non, par ailleurs, dans les cercles, c'est bien que vous soyez là, c'est bien que vous restiez le plus longtemps possible en attendant des jours meilleurs. Bien, c'est une belle conclusion parce que justement, la CCI France-Russie est là et elle sera toujours là pour vous tant que vous y serez. Donc, restez parce que comme ça, nous ne partirons pas et nous serons toujours à vos côtés. Merci.